Le fait de ne traiter désormais qu'un sujet tous les 15 jours ou tous les mois oblige à ne plus s'attacher à l'anecdote en 5 minutes, mais à en tirer la leçon en 15 minutes. Et l'une des leçons les plus générales que l'on puisse tirer d'une observation minutieuse de la France de Campagnol au sens large, celle d'en bas, c'est la vanité sans cesse accrue des efforts des créateurs depuis 40 ans pour réaliser leurs projets. Non, la créativité n'est plus une voie royale en France, c'est une voie de garage pour la plupart de ceux qui réfléchissent ou qui essaient de monter quelque chose. Alors on va me dire, pas du tout, quelle imagination c'est français, toujours une idée en bandoulière. Mais là je corrige, c'est pas l'imagination qui est en cause, c'est la faculté d'en tirer quelque chose, un procédé industriel par exemple, une pièce de théâtre, un film, un livre. L'imagination, la capacité à innover, à se dire tiens si j'essayais ça, est en effet typiquement française, c'est historique, c'est probablement génétique. Nous sommes un pays d'inventeurs, nos écoles scientifiques et littéraires ont une excellente réputation depuis 2 siècles, donc si nous laissons de côté la question de la fécondité proprement dite, puisque nous l'avons, pour quelle raison devient-il de plus en plus difficile de faire aboutir une idée en France? Eh bien ce sera mon sujet du jour. Déjà, nous sommes de plus en plus nombreux à posséder les moyens de créer quelque chose et de réfléchir, donc la faculté d'attirer l'attention sur ce que nous faisons diminue sans arrêt. Tout le monde fait des choses en même temps et parle en même temps, c'est donc devenu plus difficile statistiquement d'être écouté par les autres. Quand les gens de mon âge ont passé leur bac, les bacheliers étaient moins nombreux et la formation universitaire moins répandue. Et lorsqu'une bonne idée surgissait, elle n'était pas noyée dans le flot d'un millier d'idées concurrentes. Ou si elle l'était, les instances qui jugeaient de la qualité de la bonne idée en question étaient à la fois indépendantes et morales, c'est-à-dire qu'il était rare qu'une bonne idée échappe à la curiosité des promoteurs de bonnes idées. Eh bien, il s'est produit dans les années 80 un phénomène très américain, le fait d'avoir le droit de réaliser ses projets est devenu pratiquement constitutionnel. Et la condition de créateur est devenue un passeport vers la normalité sociale. À New York, le slogan dans les années 80-90, c'était pas be yourself, soyez vous-même, enfin pas seulement, mais c'était be creative, soyez créateur. Alors que malheureusement, les gens vraiment créatifs étaient toujours aussi peu nombreux, mais peu importe, il y avait donc pour la première fois dans l'histoire un droit à la créativité. Dans un premier temps, les très créatifs ont donc été noyés par ceux qui ne l'étaient pas, au nom du « il n'y a pas de raison, puisque tout le monde peut s'y mettre, que je n'essaie pas moi aussi », sous-entendu, puisque moi j'ai de quoi payer. Parce que maintenant la créativité ça s'achète aussi. Il n'y a pas de raison, dit-on, disent-ils, que tu sois mieux vu que moi sous prétexte que tu as une idée par minute. Il faut rétablir l'égalité des chances et donner à chacun le droit de s'exprimer même s'il n'a rien de vraiment nouveau à dire. Ça c'est une chose que vous observez tous les jours dans la France de Mitterrand, à l'école notamment. On a fait taire les surdoués en classe pour dire à l'élève du fond là, mais toi Jean-Michel, qu'est-ce que t'en penses? Et même si Jean-Michel n'a strictement rien compris à la question du jour, et je suis charitable en l'appelant Jean-Michel, la maîtresse va lui dire « exprime-toi, oui, oui, c'est bien, vas-y ». Elle va affecter de placer donc son opinion au même niveau que celle du premier de la classe. Alors vous allez me dire, c'est très très bien, c'est très gentil, c'est très charitable, oui, mais pas seulement. Ça devient rapidement assez méchant, ça devient même une injustice, parce que le surdoué en question finit par être traité moins bien que les autres. Eh bien la France, qui est une pépinière de surdoués traditionnellement, est aussi, hélas, devenue, des années 80 aux années 2000, une pépinière de crétins par l'application de ce principe mitterrandien. Dans tous les domaines, art, industrie, cinéma, audiovisuel, la part faite aux gens qu'on appelle défavorisés devient peu à peu supérieure à celle que l'on consentait autrefois aux gens favorisés par le don, le talent, l'imagination, etc. Par quel phénomène? Eh bien, la réponse est simple, par le marché. Nous avons basculé dans un système marchand où le pouvoir d'achat fait la loi et où surtout il fait la règle, jusqu'en matière artistique. Il devient important et même essentiel de flatter l'acheteur en lui disant « ton approbation sur telle et telle œuvre vaut de l'or, regarde, en plus on te vend des gens qui te ressemblent, au cinéma par exemple, pour te flatter dans tes goûts. Du coup la vedette c'est toi, c'est le client. » Eh bien, c'est la grande période des best-sellers des années 80. On n'honore pas, comme au début du XXe siècle, ceux qui s'élèvent en ignorant la foule. On honore ce qui plaît à la foule en rabaissant au passage tout ce qui s'élève. Et ce qui plaît à la foule,
c'est elle-même. D'abord, il faut que les gens soient convaincus qu'ils sont invités au banquet général avec tous les honneurs, et sans ça, ils ne mangent pas, ils ne consomment pas. Et pour s'assurer qu'ils consomment, pour être sûr de plaire à la clientèle et de faire fortune, il faut s'arranger pour que les gens qui font le menu soient recrutés en grande partie parmi les consommateurs moyens afin de leur servir ce qu'ils veulent, un peu comme les enfants de la cantine de Campagnol qui veulent tous les jours du jambon puré et qui ne mangeraient pas du confit de canard au girolles. Bon, vous avez compris le principe, mais pour l'illustration, on peut prendre par exemple quelque chose de récent comme ce film Les Misérables, là, qui vient d'être sélectionné tout exprès pour aller faire un flop aux Oscars. Je vous rassure, j'ai aucune intention de vous parler ni du contenu, ni du sujet. Je voulais simplement vous dire que là où visiblement, très visiblement, trop visiblement, les difficultés se sont aplanies pour l'équipe qui a réalisé ce film, les difficultés dans les mêmes années se sont accumulées pour ceux qui voulaient réaliser eux aussi un film, mais pas à propos de la banlieue, et pas un film où l'on dit concu, bordel et chiottes toutes les 3 phrases. Depuis la France de François Mitterrand, là encore, où toute la machine de financement, d'adoubement idéologique qui va avec s'est rassemblée pour promouvoir ce qui était approuvé par le système, le pays est devenu extraordinairement unanime dans sa production, ce qui a eu 2 effets. Le premier, c'est que des œuvres extrêmement médiocres peuvent être produites parce qu'elles pensent bien. Je fais allusion par exemple au film du navrant Cédric Clapiche qui nous a vanté les mérites de la jeunesse gnangnan Erasmus, aux œuvres de Guy Guidian, ultra subventionnées, à celles de Abdelatif Kechiche, de Sa graine et le mulet, que tout le monde nous a vendu à l'époque comme un chef-d'œuvre, alors que c'est pas seulement médiocre et complètement nul et mal joué, c'est un documentaire sans scénario, sans dialogue, sans rien, dont la presse a dit le plus grand bien, par pure lâcheté, à cause de l'origine de son réalisateur. Ça, c'est le premier effet. On vous oblige à dire du bien d'une production somme toute minable, donc on invite les gens à la financer, à permettre aux réalisateurs de faire un 2e film, on organise des circuits de financement entiers autour d'un marché qui n'est plus celui de l'art, qui est celui de la bien-pensance. Par exemple, si demain je veux obtenir de l'argent pour créer quelque chose, quoi que ce soit, un film, un livre, une pièce de théâtre, je vais réunir habilement 3 thèmes à la mode, 2 femmes maltraitées, l'une voilée, l'autre pas, qui s'entendent contre un patron injuste et hop, le tour est joué, vous avez du féminisme, du vivre ensemble, de la lutte sociale, de l'antimachisme, j'ai donc la totale et nous voilà en piste pour un financement Canal+. Le 2e effet de ce système, qu'on peut appeler pervers, à juste titre, et qui correspond à ce qu'on a vu fleurir sous le système soviétique, c'est le renoncement progressif à toute une créativité qui n'emprunte aucun de ces codes qui sont nécessaires pour être bien vus. Si vous écrivez un film, par exemple, sur 2 frères de plus de 50 ans qui se haïssent dans un château du Loir-et-Cher et dont l'un est évêque et l'autre banquier, par exemple, si vos dialogues sont très bons, votre image magnifique, etc., vous n'aurez quand même pas un radis à cause du sujet pour faire le film, et si vous faites le film à vos frais, vous n'aurez pas une critique, vous n'aurez peut-être même pas une salle, et donc vous ne ferez pas de 2e film. Du coup, et c'est là que je veux en venir, vous n'écrivez plus de scénario, quel que soit le domaine, pour continuer à créer, alors que le système attire l'attention sur d'autres que vous, en permanence. Il faut être un saint, et de nombreux créateurs ne se sentent aucune vocation à la sainteté. Du coup, soit ils écrivent ce que veulent leurs éditeurs, producteurs, etc., soit ils n'écrivent plus. Et c'est là que je me permets d'énoncer une sorte de théorème de la stérilité artistique qui s'applique à toutes les disciplines, l'art graphique, le cinéma, le roman et même la musique et même l'entrepreneuriat. Ce théorème s'énonce comme suit: quand la somme des efforts nécessaires à faire connaître une création devient largement supérieure à celle des efforts nécessaires pour créer quelque chose, la création elle-même est compromise. Ce n'est plus seulement les œuvres qui ne sont pas promues, ce n'est pas seulement qu'elles demeurent obscures parce que le type de Télérama, par exemple, a décidé que tout le monde devait regarder ailleurs. Non, les œuvres en question ne sont plus produites par lassitude, tout simplement. Et donc un pays qui laisse se propager ainsi, dans la jeunesse créatrice, le sentiment du « à quoi bon » devient absolument stérile en une génération. Ou alors il fait ce qu'on lui dit, ou il fait plus rien, et souvent il ne fait rien d'ailleurs, il achète de l'américain, ou alors il dit à ses créateurs, allez créer là-bas. Vous pensez bien que si je vous en parle, je pense que tout n'est pas entièrement perdu, parce qu'il existe une résistance, et dont je fais partie, et que justement elle semble décider à faire quelque chose qui est de l'ordre du gilet jaune.
Je vous parle là, pas seulement des films et des livres évidemment, mais de tous les sujets, de toutes les activités, des émissions de télévision, des logiciels qu'on ne produit pas ou plus parce que c'est devenu trop compliqué. Mais vous allez me dire, il y a quand même des gens qui y arrivent. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes que ceux qui ont entrepris, que ceux qui ont imaginé. C'est par le commerce, par les start-up que je peux passer, par exemple, pour vous montrer que ceux qui y arrivent sont obligés de faire un détour par la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, ou alors, et c'est encore pire, ils sont obligés de confier les clés chez eux, à leur porte, à ceux qui savent comment on fait, et qui généralement travaillent pour eux-mêmes ou pour leurs propres partenaires. Premier cas, connu de tout le monde, celui du jeune inventeur Zapata, là, qui chevauche, vous savez, une planche de surf à réaction. Eh bien, ce garçon est obligé de développer son truc en Floride parce que la France est infestée de règles et de bureaux et de jaloux qui disent « Attention, vous n'êtes pas aux normes, attention, ça va poser des problèmes au niveau de l'assurance, attention, c'est un aéronef, donc il n'est pas homologué, etc., etc. » Du coup, même le président de la République commence à se dire, à l'époque, ça fait un peu honte, tout ça, je vais inviter ce garçon à faire son show pendant le 14 juillet pour avoir l'air de lutter contre un système devenu stérile. Mais stérile, il le reste, même si Zapata, depuis, a trouvé son financement. D'abord, tout le monde n'a pas la ressource d'aller aux États-Unis pour développer une idée ou un logiciel ou une start-up. Ou même une idée de film. Du coup, les gens restent sur le territoire et c'est là que se manifeste la grande spécialité française, soit le vol pur et simple d'une idée, de procédé par des gens qui sont proches des centres de décision et d'investissement, soit l'association frauduleuse avec enfin en tout cas léonine avec le créateur, du genre donnez-moi les clés, moi je connais les bonnes personnes et je vais vous aider à développer tout ça. Dans le cas des livres ou des films, c'est facile, les bonnes idées traînent à peu près partout sous la forme de synopsis, de conversations, d'emails envoyés à l'éditeur. Donc les gens créatifs ont tendance à parler, à dire à leur directeur de collection j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Et parfois même, vous avez déjà publié quelque chose qui développe une thèse originale et vous lui en parlez. Il est donc fréquent que le type vous réponde je ne sais pas, je suis pas vraiment convaincu. Mais vous voyez arriver 6 mois après, chez votre propre éditeur, un autre livre que le vôtre, qui dit pratiquement la même chose, dans la même collection, sauf que c'est un type du Collège de France qui l'a écrit et qui fait la tournée des popotes médiatiques pour en vendre 50 000 en 6 mois. Que s'est-il passé? Il s'est passé une chose très commune en France, que votre directeur de collection ou de production a dit à son ami machin du Collège de France « Oh, j'ai l'impression que j'ai un thème pour vous », mais sans lui dire évidemment d'où il venait. Et il lui expose l'idée qui est la vôtre. Celui à qui on la suggère comme ça fait partie, lui, du premier cercle, et vous, non. Dans le domaine des bonnes idées de start-up, par exemple, c'est pareil, un nombre considérable de projets intelligents bouillonnent, mais quelques-uns recueillent tous les financements d'un coup, toutes les faveurs du système, et si vous interrogez les créateurs laissés sur le carreau, et nous en avons un à Campagnol, 1 sur 2 vous dit « c'est une idée que j'ai eue avec un copain de Toulouse en 2005, mais un type l'a montée l'année suivante avec des capitaux anglais ». Alors généralement, le type en question a eu accès au dossier que le premier avait monté pour avoir une subvention de la région, et généralement, le type qui réalise possède, lui, tous les codes sociaux qui vont avec ce qu'on pourrait appeler les codes Macron. La machine française a créé de l'injustice, a mouliné pendant 4 ans pour spolier le premier et pour faire la fortune de l'autre, ce qui est l'essence même de la politique gouvernementale en ce moment. Eh bien, tout ça pour en venir à quoi? Allez-vous me dire, à la conclusion que c'est une page qui va se tourner. Elle est en train de se tourner et ils n'y pourront rien. L'un des effets des fameux gilets jaunes, ou dans une mesure que nous ne connaissons pas encore, d'une menace générale sur les échanges mondiaux de type coronavirus, mais ça pourrait être toute autre chose, n'importe quoi d'autre, c'est que l'esprit créateur va se remettre tôt ou tard à triompher localement sans plus demander de permission ou d'agrément à quiconque. Déjà, je vous rappelle, c'est un exemple, c'est une métaphore, que 700 000 personnes en France se dispensent de contrôle technique automobile, et ce ne sont pas eux les coupables, mais ceux qui ont voté les règles inapplicables. Quand l'effort pour obtenir les autorisations devient supérieur à celui qui est nécessaire pour mettre au point quelque chose que vous faites, de 2 choses l'une. Soit vous arrêtez de le faire,
soit vous faites sauter les verrous. Eh bien, c'est ça qui est en route. Je pense que les verrous vont sauter, le côté gilet jaune de la pensée sociale, et c'est en ce moment de rétablir l'idée que nous ne sommes pas une nation d'esclaves, d'exécutants. Nous ne sommes pas faits pour occuper un poste de travail sans réfléchir dans une entreprise tentaculaire à capitaux asiatiques. Oui, mais vous allez me dire, c'est pas nous, c'est l'Europe qui nous impose ces règles qui plaisent à l'Amérique ou à la Chine, ces règles de sécurité, de normalisation, de nivellement, de mixité sociale obligatoire permanente, et qui font de nous des esclaves incapables de penser en dehors du moule. Eh bien, bonne nouvelle, le moule se brise en ce moment sous nos yeux. Ne prenons qu'un seul cas, ce qui me permet de conclure sur le festival qu'un de mes amis est en train de proposer à la ville de Béziers, le cas du théâtre. Pour faire une pièce de théâtre, qui est l'acte de création le plus simple du monde, tout est devenu compliqué. Non seulement il faut un lieu, des assurances, des vigiles agréés, des autorisations administratives, une billetterie déclarée, mais surtout il faut en passer par les codes obligatoires. Il faut revisiter les textes, pratiquer un regard décalé sur le répertoire, plaire aux critiques avant de plaire au peuple, ne pas raconter une histoire ou le faire à l'envers, il faut employer le mime, il faut avoir recours à la nudité sur la scène, à l'art contemporain, bref, il faut utiliser tout ce qui hérisse le peuple parce que le peuple on n'en veut pas. On veut être sûr qu'ils ne viennent pas. On travaille, nous, pour l'élite. Mais heureusement pour le théâtre, nous vivons justement l'une de ces époques où la tartufferie est générale et où les sottises du président et la comédie du pouvoir deviennent propices à la satire. Or, ça tombe bien, la satire est l'essence même du théâtre. Satire et émotion. C'est l'âme de Molière et de Beaumarchais qui va bientôt renaître, et c'est pourquoi un groupe d'amis a suggéré récemment à Robert Ménard à Béziers de patronner un festival de théâtre et d'art qui refuserait les prescriptions générales pour s'attacher à ce qui plaît, à ce qui parle au cœur et à l'intelligence sans intermédiaire, et il a dit oui, enfin, plutôt oui, tant qu'il n'est pas réélu. Au départ, mon ami Maxime, qui vient d'une autre ville, voulait que l'on profite des 100 ans de la mort de Saint-Saëns pour fêter le grand musicien pendant 4 ou 5 jours et pour mélanger aux hommages des pièces ricadantes sur la modernité dans l'art, sur l'officialité languienne, sur l'arnaque de l'art contemporain. Mais la mairie a dit d'accord pour Saint-Saëns, qu'on va donc commémorer pendant l'été 2021, mais bon, on va séparer les deux festivals et puis on vous laissera financer l'autre tout seul et après on décidera. Du coup, ça revient à une reculade. Du coup, mon ami Maxime revient me voir là récemment pour me rapporter cette réponse et me demander mais qu'est-ce que ça veut dire. Je lui dis ça veut dire qu'ils ont la trouille. Donc il faut attendre, revoir Ménard après sa réélection et lui montrer que les temps sont mûrs, qu'il existe une demande très forte pour un renouveau des arts sans ceux qui les contrôlent, sans l'armée de ceux qui nous disent ce qui est bien ou non. Il faut que la reconquête passe aussi par le domaine artistique, en quelque sorte. Si on ne réagit pas, la loi Avia, par exemple, pourra sévir sur n'importe quel sketch comme incitant à la haine. Si vous mettez en scène Saint Vincent de Paul, esclave des Mahométans, on vous dira de parler d'autre chose parce que ça incite à la haine. Après, on vous dira de ne plus parler de Lourdes ou de Sainte Thérèse d'Avila, de cacher des vérités scientifiques et historiques, même si vous n'êtes pas censuré, vous ne trouverez personne pour vous publier, vous produire, etc. La spirale de la stérilité que je viens de vous décrire n'est pas encore irréversible, mais elle est bien en route. Celle de l'asservissement par un travail sans projet, par une consommation sans objet n'est pas une fatalité non plus. L'effondrement possible du mode de production chinois suite au coronavirus, l'agitation à Hong Kong, l'idée des gilets jaunes qui se répand partout, du Chili à la Belgique et à l'Espagne, tout ça c'est peut-être le signal du réveil, mais c'est maintenant en tout cas que ça se passe et pas demain. Et puis après ça ira très vite. À bientôt, merci. Je ne voulais pas mélanger aujourd'hui sur ce sujet, à ce sujet, quelques grivoiseries, si vous voyez ce que je veux dire, d'une très grande actualité que j'évoquerai dans les prochains jours. Merci et à la semaine prochaine.